nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'AFC. Pendant 52 minutes, nous allons vous proposer tout le football en provenance du continent. Et puis nous parlerons aussi avec nos invités que j'aurai le plaisir de vous présenter d'ici quelques instants. Au sommaire de ce magazine, nous parlerons des éliminatoires de la CAN des U20. Ce sont les juniors et du mondial féminin qui aura lieu en France. Nous allons voir les filles également. Deuxième titre, le Maroc face à 3 pays d'Amérique, les États-Unis, le Mexique et le Canada pour l'organisation du mondial 2026. Qui va l'emporter? Nous vous donnerons les éléments de réponse dans quelques instants. Et puis troisième titre, c'est le bilan de 2 joueurs africains en Coupe d'Europe avec un dernier duel. C'était samedi soir entre le Real et Liverpool avec pas moins de 3 joueurs africains dans l'arène du stade Olympique en Ukraine. Plus de 70 000 personnes. Nous allons en parler également. Dans cette émission, eh bien, des invités prestigieux comme d'habitude. Il y a tout d'abord, priorité aux femmes, Dorette Elanguet, ancienne sélectionnée du Cameroun et qui finit sa carrière en France, qui est venue la terminer en France et qui va fêter son jubilé en ce début du mois de juin, n'est-ce pas Dorette? Bonjour, bonjour José, bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs d'Africa Football. Je suis enchantée d'être là et je prépare mon jubilé pour fêter la fin de ma carrière internationale. Oui, voilà. C'est ce samedi 2 juin. C'est ce samedi à Poissy où j'entraîne actuellement. Ouais, en région parisienne. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Personnellement, j'y serai. J'espère également bien, que notre ami Karim Baldé sera là également, même s'il est guinéen, mais il viendra voir la famille camerounaise. Bonjour José, bonjour à tous. Oui, bienvenue. Et puis bien sûr Bilal Achour-Tani, journaliste chez certains de nos confrères, mais il est marocain et il aura beaucoup de choses aussi algériennes. Oui. On m'avait dit Maroc. Non. Donc j'ai pas cherché à comprendre. C'est à peu près la même chose de tout. Oui. On vient tous du même. Mais en tout cas, Algérie, mais ça ne vous empêchera pas de parler de cette candidature du Maroc pour 2026. Bien sûr, avec plaisir. Déjà bonjour José, bonjour à tous et puis bonjour aussi aux fans du football africain. Donc ravi d'échanger avec vous. Nous allons passer à la question de l'AFC tout de suite. Alors justement, quelles sont les chances du Maroc face au trio États-Unis, Canada et Mexique? Comme d'habitude, Facebook Africa 24 et puis l'hashtag Africa 24 également. Le sujet avant de retrouver nos invités. Et nous allons commencer cette émission avec les jeunes, les U20, pour certains pays du continent qui vont batailler pour conduire leur sélection justement à la CAN 2019 au Niger. Le point avec la rédaction. Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2019 a livré ses secrets. Les favoris ont répondu aux attentes de leurs supporters. Le Mali est resté intraitable en battant à nouveau la Tanzanie par 4 buts à 1. Le Ghana s'est défait de l'Algérie et le Cameroun est venu à bout de l'Ouganda. Parmi les surprises, il y a les éliminations de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, respectivement par la Mauritanie et le Gabon. Le Sénégal a signé un exploit en éliminant l'Égypte au tir au but au bout de 2 matchs nuls vierges. Les matchs allés du 3e tour de ces éliminatoires sont prévus du 13 au 15 juillet 2018 et la manche retour aura lieu du 20 au 22 juillet. À rappeler que l'édition 2019 de la CAN U20 se tiendra au Niger. Et le jingle pour entrer dans le débat tout de suite. Oui, Bilal, je vais vous attaquer tout de suite parce que pas de jeunes Algériens pour cette compétition, ou du moins peut-être qu'ils ont été éliminés un peu plus tôt. Il manque de politique chez les U20 en Algérie. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était une équipe qui était quand même intéressante, les U20 algériens, drivés par Hossein Achiou, qui est un ancien international A. C'est une équipe qui est assez jeune, mais qui est apparue finalement un peu par hasard
Ce ne sont pas des joueurs qui étaient en U17 avant, c'est une équipe qu'on a formée un peu sur le tard. Donc l'équipe U20 qui a été éliminée, malgré du talent, ils n'avaient pas assez de joueurs de gros calibre devant. Donc c'est un peu délicat, mais après c'est aussi la triste loi du tirage au sort, parce que l'Algérie tombe sur une équipe du Ghana qui est quand même aussi un très gros d'Afrique au niveau des équipes jeunes. Et juste avant, ils avaient sorti la Tunisie, qui est aussi une équipe de très haut calibre. Donc c'est aussi un peu la loi du tirage au sort en Afrique. On en parlera pour d'autres équipes, mais on a eu de très gros affrontements dès les éliminatoires. Oui, pour la Guinée, c'est pareil. Pourtant, les jeunes Guinéens, non, franchement, ça me fait pas rigoler, mais les jeunes Guinéens, non, ils sont très bons. Et mais pourquoi ils sont absents? C'est ça le problème. C'est comme pour l'équipe A. Les joueurs sont très bons, il y a du potentiel, mais pourtant on n'y arrive pas. Et en plus, comme par hasard, contre la Mauritanie, et les A avaient perdu contre la Mauritanie en amical au mois de mars. Et là, le problème, c'est qu'il y a, surtout à mon avis, pas tant un problème de talent, mais un problème psychologique, parce que quand vous menez 3-0 à domicile, quand même, au stade du 28 septembre à Conakry, et que vous avez le match en main, comment expliquer que vous encaissez ces 2 buts dans les 10 dernières minutes, et c'est vraiment, ça s'est enchaîné coup sur coup, et paf, 3-2, élimination à cause du but à l'extérieur, parce que la Mauritanie avait gagné 1-0 à l'aller. C'est ça le problème de fond. Et quand on entend le coach Abedi, à la fin du match, s'en prendre directement et ouvertement à son meneur de jeu, on dit quelque chose qui ne va pas finalement dans cette équipe-là. Pourquoi le meneur de jeu est apparemment parti du banc de touche avant le coup de sifflet final? Pourquoi il n'y a pas eu de solidarité? Voilà, il y a plein de questions qui se posent, et donc c'est pas une question de potentiel, c'est une question peut-être d'encadrement et de contexte tout simplement au sein du football guinéen. Mais c'est bien dommage parce que la Guinée avait quand même terminé à la 3e place de la précédente édition de la CAN U20, donc c'est quand même dommage. Oui, Karim et Bilal, j'ai vu Dorette se moquer de vous. Hein. Les jeunes juniors sont qualifiés. Je ne me moquais pas, mais je disais peut-être qu'ils s'enflammaient un peu. Alors, on a tendance à faire le parallèle entre les équipes seniors, Fagnon, et ces jeunes pousses qui arrivent. Mais il faut savoir que les jeunes, ils arrivent, ils travaillent, il faut leur laisser le temps. Et ils sont très bons, les jeunes Camerounais. Je comprends la déception. Mais les Camerounais, on est contents, on est qualifiés. C'était pas très facile. Ils sont qualifiés au tir au but, je crois. Après 2 matchs, un match gagné à domicile et un match perdu. Donc... Oui. Alors, nous allons voir le tableau justement pour les prochains matchs. Ce sera le 3e tour avec un certain Mauritanie. Mauritanie qui surprend tout le monde et qui affrontera le Nigeria. Attention, ça va être un match très difficile. Il y aura le Ghana contre le Bénin, Burkina Faso contre le Gabon, Zambie, Burundi, Cameroun contre le Mali. Dorette, selon vous, ça va être facile ou difficile? Mais ça va être un match de conformité. Hein. On va pas tout laisser passer. Les jeunes pousses vont continuer à travailler, notamment pour préparer cette compétition pour laquelle ils sont déjà qualifiés. Je pense que l'entraîneur va plutôt faire tourner sur ce dernier match, sur ce 3e tour. Et vous aimeriez bien entraîner ces jeunes Moi, les jeunes m'intéressent beaucoup parce que c'est la préparation pour l'équipe Fagnon et c'est l'occasion de mettre en place toute la préparation en amont pour arriver prêt en senior. Et donc, il y aura un certain Congo contre le Sénégal. Nous enchaînons avec le rendez-vous de la Coupe du Monde des U20, justement. Cette fois-ci, ce sont les femmes. Et bien, ce sera en France avec le Nigeria et le Ghana pour représenter le continent africain. Faisons le point avec Marcel Forba-Maroun. La 9e édition de la Coupe du Monde féminine U20 aura lieu en France. Le Ghana, qui a réalisé le meilleur bilan comptable lors des qualifications en zone Afrique avec 5 victoires, 1 match nul, 24 buts inscrits, 2 encaissés, tentera de se qualifier pour la première fois en quart de finale. Les Black Princess, qui disputeront leur 5e mondial consécutif, pourront compter sur leur capitaine Princella Adoubea, auteur de 10 buts durant les éliminatoires. Dans le groupe A, le Ghana sera opposé aux pays organisateurs, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Quant aux Nigérianes, elles ont pris part à toutes les éditions de ce mondial depuis sa création en 2002. Finalistes malheureuses en 2010 et 2014, chaque fois battues par l'Allemagne, les Super Falconettes seront également amenées par leur attaquante Rashidat Adjidabe. Le Nigeria est logé dans la poule D en compagnie d'Haïti, de la Chine et de l'Allemagne. Le mondial féminin U20 se déroulera du 5 au 24 août 2018. Alors Bilal, je vais encore m'adresser à vous. Arrivé à ce niveau de la compétition, parce que nos équipes quelquefois disparaissent du radar, surtout les filles. Est-ce que vous pensez que nous sommes du niveau aujourd'hui, nous les pays africains, au niveau des filles? Je l'espère, en tout cas ça se resserre. C'est vrai qu'il y a une logique qui est équivalente au niveau des hommes et des femmes. Malheureusement, les équipes africaines arrivées à un certain niveau
tu as raison de le dire, disparaissent. Après, on a quand même 2 représentants assez solides cette année, j'ai l'impression, en Coupe du Monde du 20. D'un côté, le Nigeria, qu'on ne présente plus au niveau féminin, qui a toujours montré de belles qualités. Et puis le Ghana, qui finalement montre aussi une logique sportive qui est super large, finalement, qu'il s'agisse des équipes de jeunes, on en parlait tout à l'heure, des équipes féminines et de l'équipe 1, même si elle est mal en point en ce moment. En tout cas, il y a une vraie logique sportive et de développement au Ghana. Et c'est par ce genre de politique que les pays africains arriveront à terme à rivaliser avec les pays européens. En tout cas, je souhaite vivement une performance, un exploit, pourquoi pas, du Nigeria ou du Ghana. Oui, alors pourquoi elles poussent comme ça aussi fort les jeunes ghanéennes et les jeunes nigériennes? Nigériennes. C'est pas que je confonde entre Nigeria et Niger. Il faut faire attention. Comme il disait Bilal tout à l'heure, c'est toute une politique. Moi, déjà, à mon époque, le Nigeria et le Ghana avaient une politique de formation d'équipes jeunes, de compétition jeunes, même pas organisée au niveau africain, mais déjà, au sein de leur pays, ils étaient déjà organisés. Aujourd'hui, en toute logique, ils sont qualifiés et c'est toujours les mêmes nations qui arrivent. On va dire que le Cameroun, l'Afrique du Sud poussent derrière, mais ce n'est pas évident. Et puis elles ont impressionné, les seniors, lors de la CAN féminine au Cameroun, nous avons vu. Alors, le Cameroun n'est pas passé très loin, on aurait bien voulu remporter cette compétition, mais ça s'est joué à très peu et on espère être au-devant de la scène sur la prochaine compétition. Alors Karim, vous allez travailler aussi parce que nous allons voir les tableaux que vous allez aussi. Vous aurez droit à la parole. Le tableau de ces matchs. Alors tout d'abord pour le groupe A, nous allons retrouver l'équipe de France contre le Ghana. Karim, qu'est-ce que ça vous inspire? Premier match, France-Ghana. D'un côté, le fait de commencer avec le pays organisateur en face, c'est une bonne façon de rentrer dans la compétition. Au moins, les Ghanéennes seront tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça va être un vrai test que ce match contre l'équipe de France. Après, on verra. Je pense que l'objectif de toute façon, ça va être terminé première, pourquoi pas, mais dans les 2 premières, on va dire, équipes plus vraisemblablement. Nous allons voir le B maintenant, avec peut-être aussi un petit mot de Bilal sur ce groupe B, avec Corée du Nord contre le Mexique et Brésil contre l'Angleterre. Ça, ce Brésil-Angleterre, ça mérite le détour. Oui, ça mérite le détour. Une vraie opposition de style entre les 2 pays, parce qu'au niveau féminin, on connaît aussi toute la qualité technique des équipes d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, donc face aux Anglaises qui elles ont un jeu aussi très proche des équipes masculines. Donc ça va être un gros rendez-vous. Mais attention à l'équipe du Mexique aussi. Moi. Je me méfie de ce genre d'équipe un peu outsider qui peuvent poser des problèmes. Et puis le C, nous allons voir le B avec la Corée du Nord. Et puis le C avec, peut-être Karim, le dernier tableau, on va demander à Dorette de nous commenter. Le C pour vous, Karim, Japon contre les États-Unis. Attention aux Japonaises, aux jeunes Espagnols également face au Paraguay. Votre favori et aux États-Unis aussi, Sophie. C'est vrai que les États-Unis, traditionnellement, sont une place forte du football féminin, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors. Donc, elles sont toujours considérées comme les favorites, quelle que soit la compétition chez les femmes. On verra bien. Et puis, les Japonaises également auront leur mot à dire dans ce groupe-là. En tout cas, ça promet une belle compétition, mine de rien, parce que ces 3 groupes sont relativement homogènes. Donc, ça promet après, pour les tours suivants, de belles oppositions dans les phases finales. Voilà. Et puis, les Nigérianes, maintenant, Dorette, vous n'avez qu'à traverser la frontière pour aller voir les amis du Nigeria. Est-ce que vous allez supporter les Nigérianes? On va voir le tableau, le groupe D, justement, avec Allemagne, Nigeria. Oui, allez-y. Oui, je suis pour les 2 équipes africaines. Bien sûr que la régularité de cette équipe nigériane qui est présente sur toutes les compétitions internationales, comme on disait tout à l'heure, ce travail qui paye. Mais on espère aujourd'hui que ces équipes africaines puissent passer le cap des quarts de finale et même aller plus loin. Donc on va miser aujourd'hui sur l'expérience qu'elles ont, ces équipes, d'être présentes et wait and see. Oui, wait and see, effectivement. Eh bien, on va attendre pour voir. Et puis maintenant, les matchs amicaux. Nous parlerons dans la 2e partie avec un entraîneur camerounais de la défaite du Cameroun face au Burkina Faso avec le pénalty qui a été raté par le jeune NJ de Marseille. Donc, nous en parlerons en début de 2e partie. Mais sachez que le 25 mai, le Kenya avait perdu devant Swaziland 1-0. Le Koweït avait fait match nul avec l'Égypte 1-0, mais sans Mohamed Salah. Ce lundi 28, il y a Kenya contre Guinée équatoriale, Nigeria, RD Congo, Portugal, Tunisie. Mercredi, il y aura un certain Japon contre le Ghana. Jeudi 31 mai, Moldavie, Congo, Luxembourg, Sénégal et Ukraine, Maroc. Et vendredi 1er juin, Égypte, Colombie, Tunisie, Turquie. Et le samedi 2, Angleterre contre Nigeria. Quels sont les matchs qui vous fait
qui vous stimule, alors moi, puisque j'aime bien suivre les équipes africaines, on est là pour ça va être Luxembourg-Sénégal. Alors certes, le Luxembourg, c'est un peu bucolique, mais comme j'ai la chance j'aurai la chance d'y être jeudi, on verra bien à quoi ressemblera cette opposition. Ce sera le premier vrai test pour les Sénégalais avant ce mondial, parce que, et on en avait parlé ici même d'ailleurs, après les matchs du mois de mars, Aliou Cissé avait voulu surtout tester de nouvelles tactiques, notamment la défense à 3 ou la défense à 5, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais en tout cas, voilà, là, ça va être vraiment avec une équipe pas type, mais pas loin. Donc, on va vraiment voir la qualité intrinsèque du Sénégal au fur et à mesure du stage de Vittel et donc de ce premier rendez-vous au Luxembourg. Et deux belles oppositions, Bilal. Il y a un certain Ukraine-Maroc. Je pense que le Maroc a choisi un bon adversaire pour ce match amical. Et puis lui aussi, Égypte-Colombie. La Colombie qui avait battu l'équipe de France. Belle équipe également. Une belle équipe de la Colombie, ça va permettre à l'Égypte de se mesurer. Tu parlais tout à l'heure de l'absence de Salah. Bon, il sera aussi absent dû à sa blessure, mais ça permettra à l'Égypte de monter aussi en régime. Très bien pour le Maroc également, face à une Ukraine qui est aussi un adversaire solide. Après, moi, je pense surtout au match de la Tunisie contre le Portugal qui va être intéressant pour deux aspects. Déjà, d'une part, pour la Tunisie, se confronter à un très gros d'Europe, ce sera un test important. Et puis, d'autre part, pour le Maroc, voir comment le Portugal réagit face aux équipes d'Afrique du Nord, sachant que le Portugal affrontera juste après l'équipe d'Algérie. Ça va être intéressant. Merci Bilal. Et puis Angleterre, Nigeria, bien sûr que nous allons suivre de près, ce sera samedi. Dorette va nous quitter juste pendant un petit quart d'heure, le temps de se désaltérer. Vous savez que c'est une sportive. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Et Dorette viendra en troisième partie pour nous parler de son fameux jubilé que tout le monde attend. Tout le monde. Le monde entier. Le monde entier. À tout de suite.